Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Vous écoutez Santé Magafrique, chers auditeurs, bonjour l'Afrique. Merci de nous rejoindre sur les ondes d'Ifriqiya FM. 26 minutes, vous allez les passer avec moi, Samar Hamadi et le docteur Ilyas Akhamouk, médecin spécialiste des maladies infectieuses. Bonjour docteur, comment ça va? Et surtout, comment va la santé? Bonjour Samar, tout va bien, merci, et toi? Ça va tranquille. Et alors, docteur, on l'a dit dans notre dernier numéro, quand on parle du cancer, il y en a des centaines, voire plus, de types différents. Nous allons cette fois-ci parler de la prostate, ensuite du cancer de la prostate. Donc la prostate est une glande de l'appareil génital masculin. Elle est située sous la vessie. Donc d'abord, une petite introduction sur la prostate. Qu'y a-t-il à dire davantage sur cet organe? Alors la prostate, c'est un organe qui est mal connu par les auditeurs en général. C'est pas comme le foie, le cœur, le cerveau, etc. Alors, faut rappeler que la prostate est un organe qui est strictement masculin. Il n'y a pas de prostate chez la femme. Il y a un type de glande, ce qu'on appelle les glandes de Skene, c'est l'équivalent chez la femme, mais la prostate, c'est typiquement masculin. C'est une glande exocrine. Alors, c'est quoi exocrine? C'est une glande qui sécrète un produit vers le milieu extérieur. C'est comme une glande salivaire, par exemple, de l'appareil génital masculin. Sa fonction principale est de sécréter une partie du liquide séminal, l'un des constituants du sperme, et de le stocker. C'est une petite glande, c'est une masse qui est vraiment petite. Elle mesure 3 cm de haut, 2 cm de diamètre et puis 4 cm de diamètre transversal. Donc c'est une petite glande qui se situe donc en bas du ventre. Elle se situe dans la cavité pelvienne, sous la vessie, au-dessus du périnée, en avant du rectum et en arrière de la symphyse pubienne. Donc c'est vraiment au milieu. Et c'est le confluent, c'est le cas de chemin, si on ose dire, entre les voies urinaires et les voies spermatiques de l'homme. Donc c'est une petite glande qui existe de manière physiologique, qui se développe, alors elle est très petite chez l'enfant, et elle va se développer à l'âge adulte progressivement, et après l'âge de 50 ans, elle va grossir de plus en plus dans le cadre de vieillissement, c'est vraiment physiologique. Elle va donner ce qu'on appelle un adénome de la prostate, on va voir ça après, c'est-à-dire une hypertrophie de la prostate, mais ça fait partie du processus du vieillissement de l'homme. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on peut dire un peu brièvement. Donc selon sa localisation très importante, quelle est sa fonction? Alors, la prostate n'a pas 10 000 fonctions. Sa fonction principale, c'est de sécréter, c'est-à-dire de produire une partie du liquide séminal qui fait partie de ce qu'on appelle le sperme, et qui est produite par la prostate et qui est stockée par la prostate. Et l'urètre masculin, alors c'est quoi l'urètre? C'est, je vais vulgariser ça un peu, c'est un tuyau qui relie la vessie aux mers urinaires, c'est-à-dire pour la sortie de l'urine. Alors l'urètre chez l'homme, la particularité, c'est qu'il a deux fonctions. Il évacue l'urine pendant la miction, comme la femme, et transporte le sperme pendant l'éjaculation. Et la prostate, elle est au niveau du carrefour des deux conduits, donc urinaire et spermatique. C'est pour ça que quand on a la prostate qui est augmentée de volume, ça influe à la fois sur la fonction, c'est-à-dire sécrétoire, sexuelle de l'homme, et sur les fonctions urinaires de l'homme. Elle ne joue pas un rôle dans la fonction urinaire de l'homme, mais elle peut gêner cette fonction-là. Faut rappeler que la prostate a besoin d'hormones masculines pour se développer, pour travailler. C'est ce qu'on appelle les androgènes. Et aussi, la prostate, elle va sécréter ce liquide séminal c'est un liquide alcalin pour temporiser l'acidité vaginale. C'est pour qu'il y ait quand même
une fonction de fécondation plus simple et plus efficace. Donc la prostate est un organe qui certes ne joue qu'un rôle dans le rôle génital de l'homme, mais qui joue un rôle primordial. Voilà. Exactement. Donc parlons des troubles de la prostate avant d'aller vers le cancer et les plus de complications. Donc on a le prostatite dont vous venez de parler. Le prostatite, c'est une inflammation de la prostate ou une douleur associée à un gonflement ou bien les deux. Donc dites-nous davantage sur la prostatite avant d'aller sur l'adénome de la prostate. Alors la prostatite, comme beaucoup de mots qui se terminent avec it, comme méningite, comme arthrite, etc., c'est une inflammation de la prostate. Et qui dit inflammation, dit augmentation de volume, avec une rougeur, avec une chaleur, etc. Le plus souvent, il s'agit d'une inflammation infectieuse. Donc c'est une infection de la prostate, le plus souvent suite à une infection sexuellement transmissible, comme la femme qui peut faire une vaginite, une salpingite, l'homme peut faire une prostatite. Donc lors des rapports non protégés, transmission de microbes, on a une inflammation de la prostate qui va augmenter de volume. Donc ça donne une douleur, ça donne parfois une fièvre, ça donne des difficultés d'uriner, une douleur au niveau quand on va uriner. Comme toutes les infections bactériennes, ça se traite par des antibiotiques et on a tendance à donner des antibiotiques pour une période de 14 jours à 21 jours parce que c'est un tissu qui est assez enfoui, donc il faut vraiment bombarder par des antibiotiques en cas d'infection bactérienne de la prostatite. Donc ça, en premier, c'est la prostatite. Quand on parle de troubles de la prostate, là, on va rentrer dans l'adénome de la prostate. Exactement, oui. Voilà. Comment est-ce qu'elle est, c'est quoi et comment est-ce qu'elle est provoquée, l'adénome de la prostate? Alors, l'adénome de la prostate, c'est une tumeur bénigne. C'est une tumeur bénigne. Ça fait partie du processus du vieillissement du tissu prostatique. Ça survient en général après 50 ans. Et comme pour les yeux, si on parle de presbytie, par exemple, vous voyez les gens après 50 ans, même après 45 ans, quand ils lisent un texte, ils ont tendance à éloigner le téléphone, à éloigner le papier. Ça fait partie, ce qu'on appelle la presbytie. Ça fait partie du vieillissement naturel des yeux. Par rapport à la prostate, il y a un vieillissement naturel du tissu prostatique. Donc la prostate, elle va augmenter de volume. C'est ce qu'on appelle l'adénome de la prostate. Mais je rappelle que c'est une tumeur bénigne. Généralement, il y a une gêne à la miction, c'est-à-dire la personne, elle va uriner plusieurs fois dans la journée, elle va se réveiller souvent pour uriner parce que la prostate, elle va gêner l'évacuation de l'urine. Donc, au lieu d'uriner une fois pendant la nuit, on va uriner 3, 4, 5 fois parce qu'à chaque fois, il y a une petite partie de l'urine qui doit être éliminée et la prostate, elle va gêner un peu. Généralement, elle est pas douloureuse, c'est juste un problème d'uriner. Le diagnostic est facile. On va faire ce qu'on appelle un toucher rectal. Donc, c'est le médecin avec un doigtier. Il va introduire son doigt au niveau du rectum de la personne et il va palper la prostate pour voir est-ce qu'elle est augmentée de volume, ce qui va confirmer un gonflement. Ça va confirmer l'adénome de la prostate. Il peut demander une échographie pour voir les structures. Est-ce qu'il y a des signes de malignité? Maintenant, on peut donner quelques médicaments qui vont faire diminuer la taille de la prostate. Parfois, ça marche pas. On peut faire de la chirurgie. On va faire une petite ablation de la prostate. On va enlever un petit morceau pour ne plus gêner la personne. Et puis, il y a des traitements qui sont assez récents, comme le laser, qui rapidement va faire une petite incision, on va diminuer ce volume parce que c'est une tumeur bénigne. On risque pas de faire des complications, des métastases, de mourir, etc. Donc c'est juste gênant. C'est gênant. Donc on va diminuer son volume de la prostate. Ça c'est pour l'adénome de la prostate. Je le rappelle, c'est pas une maladie, c'est juste un vieillissement du corps. Donc après 50 ans, il y a des patients qui ne le font pas, mais la majorité ils font quand même. Et ils vont penser au diabète parce qu'ils vont souvent aux toilettes pour uriner. Et quand les analyses de la glycémie elle est normale, ils doivent faire un dépistage de l'adénome de la prostate qui est une pathologie physiologique, pathologie. C'est un processus de vieillissement qui est tout à fait normal. Donc on ne risque pas d'avoir ces troubles de la prostate à un âge très jeune. En fait, la médecine c'est pas une science exacte. On peut l'avoir
à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, c'est possible. Mais généralement, c'est après 50 ans. C'est pour ça qu'il faut... c'est normal de les avoir après cet âge-là. Mais bon, en médecine, on peut avoir quand même des surprises avec des personnes assez jeunes qui font un adénome de la prostate. Et donc, est-ce qu'on est plus vulnérable au cancer après avoir été atteint par ces troubles de la prostate, voire la prostatite ou l'adénome de la prostate? Alors, a priori, non. C'est le cancer de la prostate, c'est pas un cancer qui est très connu. Il y a beaucoup de recherches. Il n'a donc pas de rapport avec ces troubles. Alors, par rapport à l'adénome de la prostate, il n'y a pas de rapport. Ok. J'ai dit que c'était une tumeur bénigne, mais ça ne veut pas dire qu'elle est bénigne, qu'elle va devenir maligne. Non, il n'y a pas de rapport. Exactement. L'adénome de la prostate, c'est une pathologie. Le cancer de la prostate, c'est une autre pathologie. C'est pas la conséquence de l'adénome de la prostate. C'est pas une tumeur bénigne qui va devenir maligne. Par contre, la prostatite, vous savez que le corps n'aime pas les inflammations chroniques. Tout ce qui est inflammation qui dure des semaines, des mois, on dit souvent dans nos cours, quand on était des étudiants, on dit l'inflammation, c'est le lit du cancer. C'est pour ça qu'il faut toujours lutter contre les inflammations, parce que ça peut favoriser, pas donner directement, mais ça va favoriser. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport au cancer de la prostate, je rappelle juste l'exploration de la prostate. L'examen le plus simple, le plus abordable, le plus efficace, c'est le toucher rectal. Alors, on doit faire un toucher rectal quand on a plus de 50 ans, au moins une fois dans l'année. On va chez le médecin qui va nous faire un toucher rectal. C'est pas un examen, c'est pas une incision, c'est pas une radio, c'est juste un examen clinique. Et on peut dépister beaucoup de problèmes par rapport à ça. Il y a la biologie, il y a un examen biologique qui est très important, qui est très efficace, c'est le dosage des PSA. C'est quoi les PSA? C'est antigènes prostatiques spécifiques. Donc en anglais, Prostatic Specific Antigen, c'est une substance, si elle est très élevée dans le corps, c'est qu'il y a un gros risque de cancer de la prostate. Et quand on a un doute par rapport à une prostate qui est augmentée de volume, est-ce que c'est un cancer, c'est pas un cancer, quand on fait ce genre de dosage, ça va nous orienter. Si il est normal, donc on peut dire que le risque de cancer est de 0,001%. Donc le PSA, c'est très important et on l'utilise surtout chez les personnes âgées qui font un problème d'uriner. On dose toujours le taux de PSA. Et à l'échographie prostatique, c'est un examen très sensible. Et là, on va voir l'échographie, est-ce que la prostate est augmentée de volume, mais aussi est-ce qu'elle a des tissus qui sont anormaux, est-ce que l'aspect est anormal. Et là, si on trouve ça, on va faire ce qu'on appelle la biopsie prostatique. Là, comme toute biopsie, on va introduire une aiguille et on va essayer de prélever une partie de la prostate et on va l'analyser en anatomopathologie. Et c'est l'anatomopathologiste qui va nous dire oui, c'est un cancer et quel type de cancer. Parce qu'après, on va voir ça va influer sur la prise en charge. Donc voilà, ça c'est pour l'exploration de la prostate. C'est un organe qui est assez accessible, qui est assez facile d'accès et surtout le toucher rectal, on va voir ça dans la prévention. C'est très important après 50 ans de faire un toucher rectal au moins une fois par année. Nous allons parler de la prévention, mais donc passons à autre chose ou à un stade plus avancé des troubles de la prostate. Donc on parle d'un cancer de la prostate. Mais avant d'en définir ce cancer, il est à mentionner que, on vient de le dire d'ailleurs, que c'est un cancer du sujet âgé. Pourquoi il n'apparaît donc que rarement avant l'âge de 50 ans? Alors, en général, les cancers apparaissent avec l'âge. Pratiquement les cancers les plus fréquents dans le monde. Cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon, cancer de la prostate, cancer de la thyroïde, ils apparaissent après au moins 40 ans. Ça c'est normal parce qu'un cancer a besoin de temps pour que les cellules se développent, pour que les cellules se multiplient, pour que les cellules induisent des métastases, etc. Maintenant, il y a des cancers chez les enfants. Il y a des cancers chez les nourrissons, c'est les nouveau-nés. Par exemple, les rétinoblastomes, c'est un cancer au niveau de la rétine, au niveau de l'œil. Mais c'est des cancers assez rares. Les cancers les plus fréquents apparaissent avec l'âge parce que ça met du temps à se développer. Le cancer de la prostate, il survient indépendamment de l'hypertrophie de la prostate. C'est pas la même pathologie, c'est pas la conséquence d'un adénome de la prostate. Le cancer de la prostate, il survient généralement après 50 ans. Sur le plan épidémiologique, c'est un cancer très fréquent, notamment dans les pays développés, en Europe, aux États-Unis, etc. C'est un cancer qui est très rare en Asie, chez les Asiatiques. Par contre, il est fréquent en Afrique subsaharienne
Et je pense que la fréquence en Afrique subsaharienne, elle est due surtout à un manque de dépistage par rapport à cette pathologie. Mais c'est un cancer qui est assez fréquent et dans certains pays, c'est le cancer numéro 1 chez l'homme. Et qu'est-ce qui favorise l'existence de ce cancer? Pourquoi est-ce que là, il existe trop? Pourquoi est-ce que là, il est rare? Est-ce que c'est l'atmosphère? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est les habitudes? Qu'est-ce qui joue sur ça? Alors, faut pas oublier que dans les pays développés, l'espérance de vie est très élevée. Les personnes vivent habituellement plus de 70 ans. 70 ans, 75 ans, 80 ans. Même au Japon, il n'est pas rare que les personnes vivent 80 ans, 90 ans, etc. Et je vous ai dit qu'avec l'âge, plus la personne vieillit, plus elle risque de faire des cancers. Pour rapport au cancer de la prostate, il y a sûrement une prédisposition génétique. Vous savez très bien qu'il y a des pathologies qui sont liées à certaines familles, qui sont liées à certaines communautés. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, l'hypertension artérielle est liée surtout à des personnes, à des Noirs américains, contrairement au diabète. Donc, il y a une prédisposition génétique. Il y a des familles de cancéreux, il y a des familles d'hypertendus, il y a des familles de diabétiques. Donc, à la prédisposition génétique, on est sûr qu'il y a une relation avec le cancer de la prostate, notamment à une mutation sur le chromosome 8. C'est pour ça que ce cancer de la prostate aux États-Unis, on le trouve beaucoup chez chez les Noirs américains, ce qu'on appelle les Afro-américains, parce que ils ont une prédisposition génétique. Il y a aussi un lien, parce que c'est un cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein. Il est lié à la fluctuation des hormones au niveau du corps. Il y a un lien avec la testostérone biodisponible. C'est pour ça que malheureusement, chez certains sportifs qui utilisent de la testostérone de synthèse, ça peut induire ce genre de cancer, parce que ça perturbe le système endocrinien. Et la prostate, c'est un organe hormonodépendant qui se développe selon le dosage des hormones, notamment la testostérone, dans le sang. Donc ça, c'est un autre facteur. Il y a facteur nutritionnel. Malheureusement, il y a de plus en plus d'études qui parlent de malnutrition avec le lien avec beaucoup de cancers, notamment le cancer du côlon, mais le cancer de la prostate aussi. L'exercice physique, et on ne cesse de le répéter dans cette émission, que l'exercice physique qui protège certes contre les maladies cardiovasculaires, mais il protège contre certains cancers, notamment le cancer du sein, le cancer du côlon et notamment le cancer de la prostate. Il y a les perturbateurs endocriniens, malheureusement, de plus en plus utilisés dans les pesticides, avec des aliments qui sont contaminés et qui vont chambouler un peu l'équilibre hormonal du corps. Et quand l'équilibre hormonal du corps est chamboulé, on a certains types de cancers, comme des organes hormonodépendants, cancer du col de l'utérin, de l'utérus, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer des testicules. Tout ça, c'est des organes qui sont très sensibles aux variations des hormones. Il y a aussi le tabagisme qui joue un rôle. Et puis, je vous ai dit, l'inflammation de la prostate après des infections répétées, des personnes qui ont des relations sexuelles non protégées, répétées, avec multiples partenaires, qui vont faire des infections parfois chroniques, qui vont donner des prostatites. Et la prostatite, c'est une inflammation qui, si elle est chronique, c'est-à-dire elle est tout le temps là, ou elle dure longtemps, ou elle se répète souvent, c'est le lit du cancer. Exactement. Toujours, quand il y a une inflammation, on favorise la survenue de cancer. Donc c'est ça le rapport avec le trouble et le cancer. Donc Voilà. Détaillons maintenant sur ce cancer, c'est quoi? On sait que c'est une maladie qui se développe à partir de cellules de la prostate, initialement normales, qui se transforment et se multiplient de façon anarchique jusqu'à former une masse appelée tumeur maligne. Voilà, donc le cancer de la prostate, c'est des cellules anormales qui vont se multiplier au niveau du tissu prostatique. Parce que vous savez que les cellules dans notre corps, elles ont une durée de vie. Chaque type de cellule, à un moment donné, elle meurt, elle est nettoyée, ce qu'on appelle l'autophagie. Et parfois, c'est des cellules anormales qui ne meurent pas, qui n'arrêtent pas de se multiplier, qui donnent des cellules anormales par leur aspect, et malheureusement, elles peuvent se transporter, elles peuvent migrer, si j'ose dire, vers d'autres organes. C'est ce qu'on appelle les métastases. Donc c'est des cellules, au niveau de la prostate, elles vont se multiplier, elles vont aller au niveau du cerveau, au niveau de l'os, etc. Et ça va donner des métastases. Et bien sûr, quand il y a des métastases, le pronostic est mauvais. Donc ça, c'est pour le cancer de la prostate. Donc si tu permets, on peut parler des symptômes du cancer de la prostate. Alors, le plus souvent, il est asymptomatique. Le plus souvent,
il y a un développement de cancer, on ne sait pas, on n'a aucun signe. Donc dans la plupart des cas, Il est ce cancer asymptomatique. est une tumeur qui évolue lentement et qui n'entraîne pas de symptômes. Voilà, c'est pas comme le cerveau. Vous voyez, le cerveau, il est emprisonné dans une boîte crânienne en os. Donc dès qu'on a une tumeur au niveau du cerveau, rapidement on a des symptômes parce que il n'y a pas de place. La prostate, c'est un organe qui est assez souple, qui est assez libre. Donc si on commence à avoir des symptômes, c'est que ça a vraiment avancé. Donc il est souvent et longtemps asymptomatique. Parfois on le diagnostique. Et le plus souvent, on diagnostique quand on fait des analyses de PSA, je vous ai dit, le dosage biologique, et on trouve un taux qui est très élevé. Et là, on fait une échographie ou un toucher rectal et on va trouver qu'il y a une excroissance, c'est les signes de cancer. Donc généralement, on se rend compte à partir du moment où il évolue, vu que les symptômes n'apparaissent pas ou ne se montrent pas ou ne se voient pas. Donc comment reconnaître un cancer de la prostate à un niveau voilà. Alors le plus souvent, il est asymptomatique, surtout au début. Donc soit on fait des analyses et on vous dit, monsieur, vous avez les taux de PSA qui sont très élevés, c'est des signes d'un cancer de la prostate. Et là, on est orienté. Soit on fait un toucher rectal parce qu'on a plus de 50 ans, on doit le faire comme on fait des palpations mammaires, une mammographie à un certain âge pour une femme. Et là, le médecin, il va faire le constat d'une grosse prostate avec un peu dur, donc il y a des signes de malignité. Et puis parfois, il y a des symptômes, par exemple, on n'arrive pas à uriner, on a une difficulté d'uriner, on urine souvent, on a du sang dans les urines, ce qu'on appelle une hématurie. On peut même avoir une impuissance sexuelle, donc des problèmes de dysfonction érectile. Mais on peut aussi ne rien avoir. Oui, surtout au début. Surtout au début, on n'a rien. On n'a vraiment rien. C'est un cancer qui évolue lentement. C'est pas un cancer foudroyant qui. Donc dans ce cas-là, la personne, elle est le plus normalement possible. Le plus normal du monde, elle fait des analyses. Ses fonctions sont ou parfois, normales. c'est ce qu'on appelle des signes généraux. Parfois, comme tous les cancers, on a un amaigrissement, une fatigue qui dure plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle un syndrome paranéoplasique qui accompagne beaucoup de cancers malheureusement. Et là, on va être orienté, surtout chez un homme d'un certain âge, vers ce cancer. Mais au début, le plus souvent, il n'y a aucun symptôme. Donc, quels sont les facteurs de risque d'un cancer de la prostate? Alors, je l'ai dit, les facteurs de risque. Il y a les prédispositions génétiques, il y a l'âge, il y a tout ce qui est perturbation hormonale, que ce soit par prise de médicaments ou être exposé à des perturbateurs endocriniens, notamment les pesticides. Il faut faire très attention. Pas un cancer héréditaire ou... Alors héréditaire, non, mais il y a une prédisposition. C'est-à-dire ça ne suffit pas. C'est pas comme le cancer du sein où généralement il y a des familles. Malheureusement, quand on a une mère qui a un cancer du sein ou une sœur, on a une forte malchance de faire un cancer du sein. Pour le cancer de la prostate, c'est pas généralement héréditaire, mais il y a une prédisposition génétique chez certaines communautés. Et bien sûr, je dis la malnutrition, l'obésité, les facteurs, c'est-à-dire le manque d'activité physique, ça favorise. Bien sûr, tout le monde ne va pas faire, heureusement, un cancer de la prostate. Et le système immunitaire et d'autres maladies, est-ce qu'ils peuvent ou elles peuvent affecter ou nous rendre plus vulnérables à un cancer de la prostate, ou bien ça ne joue plus aucun rôle? En fait, c'est pas comme le cancer du poumon où c'est clair, ça touche surtout les fumeurs. Cancer du poumon, c'est clair. Si on fume, on est atteint. Là, cancer de la prostate, quand même, c'est assez compliqué. Il y a plusieurs facteurs. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc, on a parlé des symptômes au début, mais après un développement, après une exacerbation, quelles sont les conséquences sur la personne? Donc, comment elle est? Comment elle apparaît, cette personne, déjà physiquement, après le développement de la maladie? Alors, bien sûr, il y a une altération de l'état général, un amaigrissement. S'il y a des métastases, ça dépend des lieux de métastases. Et voilà, surtout une faiblesse, une fatigue, de la fièvre, etc. Et puis si la tumeur elle est importante, la personne n'arrive pas à uriner correctement, il y a une rétention d'urine, elle urine très difficilement, ça devient douloureux d'uriner, on va plusieurs fois par jour pour uriner, et c'est pour ça qu'il faut traiter rapidement. Alors pour le traitement, il y a de multiples armes thérapeutiques, il y a l'hormonothérapie, parce qu'on a dit que c'était un cancer qui est c'est un organe qui est hormonodépendant. Donc l'hormonothérapie qui peut traiter. Il y a la chimiothérapie dans les cas un peu plus compliqués.
La chirurgie, bien sûr, s'il y a un envahissement, s'il y a des métastases, etc. Mais généralement, c'est une association de plusieurs armes thérapeutiques. Donc, pour finir, bonne nouvelle pour les personnes déjà atteintes. Ce cancer est un cancer qui se guérit très bien, avec un taux de guérison de plus de 80%. Alors ça, c'est rassurant. Une autre chose qui est rassurante, c'est que même quand il ne guérit pas, on peut vivre avec un cancer de la prostate de nombreuses années, avec une vie quasiment normale. Mais alors, quand est-ce que ce cancer devient mortel, docteur ? Alors malheureusement, le plus dangereux dans tous les cancers et dans le cancer de la prostate, c'est les métastases. C'est quand il y a un transport des cellules anormales au niveau du cerveau, ça va donner un cancer. Au niveau des os, ça va donner un cancer. Et là, ça va être un peu plus difficile de traiter. C'est pour ça que dans ce genre de maladie, dans le cancer de la prostate, le plus important, c'est le dépistage. À partir de 50 ans, on fait un toucher rectal par an. Ça suffit pour dépister n'importe quel cancer. Le médecin, il va se dire, il y a une augmentation du volume, la prostate elle est un peu dure, parce que je rappelle que la prostate normale, elle est ferme, élastique. Donc si elle devient dure, c'est des signes de malignité. Et si on découvre un cancer de la prostate au début, c'est très facile de le traiter et on peut vivre le plus normalement du monde. C'est l'un des cancers les plus, c'est-à-dire où on a le plus de succès pour le traitement. Donc le dépistage est très très important dans le cancer de la prostate. Donc un cancer de la prostate est une tumeur globalement de bon pronostic, avec une survie de plus de 90% ou 80%. Comment guérir alors? Parlons du traitement, il doit être différent selon les stades, n'est-ce pas, docteur? Oui, comme je l'ai dit, ça dépend est-ce qu'on est au début, à la fin du volume, etc., de la personne, est-ce que c'est une personne âgée, parce qu'on va pas traiter un cancer de la prostate chez une personne de 50 ans comme on le traite chez une personne de 90 ans. Donc, il y a la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la chirurgie, le soutien psychologique, etc. Et parfois, si la personne est très âgée, très malade, on va pas le toucher parce que le risque de mourir il est faible et parfois on a plus de complications avec le traitement qu'avec le cancer. Donc, vaut mieux ne pas toucher. Voilà. Donc comme chaque fin, donc parlons de la prévention. Que faut-il faire? Que faut-il manger? Que faut-il éviter pour prévenir un cancer de la prostate? Alors comme dans chaque émission, il faut manger correctement avec une alimentation saine, diversifiée, faire de l'exercice parce que cette formule magique, elle va nous faire la prévention de plusieurs maladies métaboliques et cancéreuses. Et puis, à partir de 50 ans, c'est normal qu'il y ait une augmentation du volume. Il faut pas avoir peur de dire j'arrive pas à uriner, j'urine beaucoup, je fais un cancer, parce que le plus souvent c'est pas un cancer, c'est un adénome de la prostate qui est une pathologie. C'est même pas une pathologie, c'est physiologique, c'est le vieillissement. Maintenant, si on dépiste un cancer de la prostate, c'est pas dramatique. Ça nécessite un traitement, parfois ça nécessite une petite chirurgie, mais le pronostic est très bon. Mais vaut mieux dépister pour traiter, pour éviter des métastases où là, ça peut être dramatique. Voilà. Merci, docteur, pour ces réponses, éclaircissements. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Notre numéro est arrivé à son terme. Vous l'aviez suivi avec moi, Samar Hamadi, et le docteur Ilyas Akhamouk, spécialiste des maladies infectieuses. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.